Heureux de vous retrouver à nouveau sur Sika TV, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'analyse socio-économique et politique de l'actualité en Afrique et dans le monde entier. Nous nous rendrons à nouveau au Burundi dans cette émission pour apprécier le niveau de la situation dans ce pays toujours en crise. Le nouveau calendrier électoral proposé par la commission électorale et validé par décret par le gouvernement est rejeté par l'opposition qui pose désormais des conditions avant l'organisation de tout scrutin dans ce pays. Appréciation de la situation dans un instant avec nos invités. Et puis, l'Égypte sera également décryptée au cours de cette émission. Le régime du maréchal Al-Sisi, épinglé par les organisations de la société civile et de défense des droits de l'homme. Certains jugent le régime plus répressif que celui de l'ancien président Hosni Moubarak. Des exactions qui se déroulent au nez et à la barbe de l'Occident qui pour l'instant reste silencieux au regard de l'importance du maréchal Al-Sisi dans la lutte contre les islamistes. Ce sera également débattu par nos invités dans cette émission. Mais avant tout ceci, madame, monsieur, je vous propose de suivre le flash d'information. À Madagascar, la chaîne de télévision Viva, propriété de l'ex-président Andrei Rajoelina, a été en partie coupée ce mardi par les autorités, quelques heures après l'interpellation d'une députée et la saisie de fonds appartenant à sa formation politique. Ces incidents surviennent en pleine confrontation entre l'actuel président et le Parlement qui a voté sa destitution. De hauts responsables militaires du Nigeria, du Niger, du Tchad, du Cameroun et du Bénin se sont réunis ce mardi à Abuja pour renforcer leur plan de lutte contre Boko Haram qui doit être finalisé par les chefs d'État le jeudi prochain. Le président Muhammadu Buhari a ordonné le transfert du centre de commandement à Maïdougouri au cœur de l'insurrection islamiste. Enfin, en Côte d'Ivoire, le procès des officiers fidèles à l'ex-président Laurent Gbagbo durant la crise post-électorale s'est ouvert ce mardi à Abidjan avec la comparution du commandant Jean-Noël Abbaye. Poursuivi pour complot et désertion à l'étranger, le commandant Abbaye, qui dirigeait le plus grand camp de gendarmerie du pays, avait été arrêté en 2013 au Ghana. Le nouveau calendrier est rejeté par l'opposition qui pose des conditions et demande le remplacement du médiateur des Nations Unies au Burundi. Quelle issue pour cette crise burundaise? Vous aurez la réponse de nos invités. Ce sera juste après ce générique. Pour débattre des différents sujets, j'ai sur ce plateau donc Lama Balo, il est journaliste et directeur de la radio Soleil FM au Bénin, et Joël Yetondy, journaliste à la rédaction de Sika TV. Chers invités, bonjour et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour. Bonjour Joël. Ma première question, Joël Yetondy, l'opposition burundaise qui finit par sortir du moins ses griffes et s'oppose désormais réellement aux propositions du pouvoir. Est-ce que vous ne pensez pas que cette réaction de l'opposition burundaise est tardive? Bon, je dirais quand même qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. C'est ma façon, moi, de répondre à cette question. Est-ce qu'elle est tardive? Il va falloir réagir. Maintenant, sur l'opportunité de cette réaction et le sujet sur lequel ils ont réagi, je trouve quand même cela opportun parce que ce qu'ils ont d'abord brandi, c'est aujourd'hui les conditions. Le report a été effectué comment et par qui? C'est la CENI qui a décidé du report de la date. La décision de cette CENI, tout à fait. Mais il se trouve que cette CENI, ces décisions ne peuvent être prises au regard, vous l'avez dit, de la loi. Au regard de cette loi, ces décisions ne peuvent être prises qu'au 4/5e. Il se trouve que sur les 5 membres, 2 sont en cavale. Ça veut tout dire. Le président, respectueux des tests, devrait demander à ce qu'on revoie la composition de la CENI. C'est ce qui devrait être fait. Cette CENI ne peut plus être opérationnelle. Techniquement, elle est paralysée. Et c'est cette CENI qui prend maintenant une nouvelle date. Les gens ont tout fait de diaboliser la CENI. Je trouve que c'est normal, même au regard des tests de loi. D'abord, il s'agissait simplement de penser à la recomposition de cette CENI, ce qui n'a pas été fait. Oui, mais puis que ce soit cette CENI maintenant. Une recomposition risquait de pousser le président Nkurunziza dans une période anticonstitutionnelle. Ça, c'est un premier pas. Je dis d'abord, c'est un premier pas. Est-ce qu'il fallait vous faire? Est-ce qu'on veut respecter
je sais pas, légaliste. Vous avez dit, ça risque de pousser Nkurunziza hors des délais prescrits. Voilà, mais il se trouve aussi que ce dont nous parlons aujourd'hui, il s'agit aussi du respect des textes de loi. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Il se trouve que la CENI n'est plus au nombre. Il faut penser à la recomposition de la CENI. On ne l'a pas fait. Je pense que c'est une faute et on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. L'opposition aujourd'hui crie que la CENI est à la merci de Nkurunziza. On ne peut pas leur reprocher. Ils demandent à ce qu'on pense à la recomposition de la CENI. On ne peut pas leur reprocher. Donc si on part simplement sur cette base, je trouve que l'opposition n'est que dans son rôle. Il a bien fait de dire que ce qui est fait par cette CENI est illégal, c'est normal. Si on veut faire les choses dans les règles de l'art, il faut simplement revoir la recomposition de cette CENI. Maintenant, Nkurunziza a pris bonne note de ce que la CENI a fait, a décrété que bien il faut y aller. C'est désormais, il a pris un décret. Et que c'est désormais la ligne rouge à ne pas franchir ces nouvelles dates. Je pense que malheureusement, en risquant encore d'aller vers l'affrontement. C'est ce que je suis en train de voir. C'est votre avis, donc, Lama Balo? Oui, moi je pense que l'opposition au Burundi réagit exactement comme toutes les oppositions en Afrique. Tardivement. Oui, tardivement, parce que, et je reste convaincu que l'opposition au Burundi a raté le coche de faire partir Nkurunziza au dernier soulèvement, au dernier coup d'État manqué. J'avais déjà dit sur ce plateau que le peuple burundais et l'opposition burundaise auraient dû saisir cette opportunité-là, cette occasion-là, pour faire pression sur l'armée pour que Nkurunziza ne revienne plus. Mais Nkurunziza est revenu, et il est revenu très fort, nous l'avions dit. Moi, je n'ai pas été surpris par la prise de ce décret-là, parce que c'est le contraire qui m'aurait surpris. Vous savez très bien, et le président de la CENI l'a dit, si on ne convoquait pas le corps électoral pour le 15 juillet, on serait dans un vide institutionnel, préjudiciable au Burundi. Donc le président Nkurunziza ne peut faire que ce qu'il a fait là. La réalité est ça. Mais en même temps, il faut se demander si les conditions sont réunies aujourd'hui pour que nous ayons un scrutin apaisé au Burundi. C'est là la grosse problématique. Dans ces conditions-là, où les médias privés sont fermés, dans ces conditions où, vous l'avez dit, le président, il y a 2 membres de la Commission électorale nationale indépendante qui ont dû fuir le pays. Dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut faire une campagne électorale alors que il y a des milices qui sont armées? Les Nations Unies parlent actuellement d'une milice qui opère au nom du gouvernement burundais. Les jeunes du pouvoir. Voilà. Ça, c'est des réalités qui compliquent l'existence au Burundi et qui ne peuvent pas faciliter la tenue d'élections transparentes. Oui, mais ce sont des conditions qui existaient depuis, en dehors des membres démissionnaires de la Sénat. Pourquoi est-ce que l'opposition n'avait pas réagi en son temps, n'avait pas réellement mis la pression et attend aujourd'hui, quand la situation est complètement pourrie, pour commencer par s'agiter? Oui, mais là, vous me rejoignez. Ils avaient commencé par dénoncer cette opposition-là, qui est à l'image de toutes les oppositions en Afrique. Il y a beaucoup de conditions qui sont réunies aujourd'hui pour que nous ne puissions pas avoir un scrutin apaisé. Surtout que la communauté internationale, notamment l'Union européenne, eh bien, cette union a décidé de se retirer du financement des élections. Donc, tout est réuni pour que nous tombions encore une fois dans l'escalade. Mais le président Nkurunziza, mettez-vous à sa place, hein, vous auriez fait exactement ce qu'il est en train de faire là. Moi, je crains que l'opposition... Heureusement, je ne suis pas président du Burundi. Bon, je ne vous le souhaite même pas. Parce il y a quand même un recours que l'opposition aurait pu saisir. Bon, il y a la Cour constitutionnelle. Pourquoi l'opposition ne saisit pas la Cour constitutionnelle et préfère aller dans les rues, utiliser les médias pour dénoncer ces dates qui ont été proposées? Non, ça doit être un problème de confiance. Un problème de confiance parce que pour saisir une autorité, il faut bien avoir confiance en cette autorité-là. Est-ce que l'opposition actuelle au Burundi a encore confiance en la Cour constitutionnelle? Si la réponse est non, ce ferait que cette opposition-là ne passe que par les médias pour pouvoir s'exprimer. Mais moi, je suis certain que les jeux sont faits au Burundi. Je ne vois pas le président Nkurunziza renoncer à un 3e mandat. Je ne vois pas l'opposition battre le président Nkurunziza dans les conditions qui sont celles du Burundi actuellement. La meilleure des choses ou la pire des choses auxquelles on peut assister, c'est bien sûr l'escalade. Voilà. Joël Yetondi, alors vous avez suivi les conditions posées par l'opposition. Elles sont au nombre de 3. Et entre autres conditions, il y a le retrait de la candidature pour le 3e mandat de Nkurunziza. Est-ce qu'au regard de ces conditions, on peut dire qu'on est dans une situation sans issue? Oui, c'est une situation sans issue, malheureusement. Et là encore, on n'a pas le choix. Si on veut apprécier les choses à leur juste valeur, je dis quelque part,
on est tous coupables, comme dira l'autre. Je vais parler d'abord de cette communauté internationale. Je n'aurai de cesse de le dire, ce n'est pas possible. Je veux parler aussi de ces pays de l'Afrique de l'Est qui se sont réunis pour prendre des décisions. Ils ont pris des décisions sans malheureusement rien dire, parce que on n'a pas vidé l'essentiel qui est à la base de la crise au Burundi. Et l'essentiel, c'est le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Oui, ça n'a pas été vidé, on ne peut pas être surpris. Ne sont pas embarrassés, parce que est-ce que c'est facile pour eux de demander à un de leurs collègues de ne pas être candidat alors qu'eux-mêmes ils ont l'ambition? Il y a des velléités cachées, vous avez vu le Rwanda. C'est ça le problème, si vous ne pouvez pas faire quelque chose, malheureusement, vous ne devez pas y souscrire. Et ce n'est pas une première, on le sait. Ce sont des chefs qui ne font les choses que quand ça entre dans leur intérêt. Et d'une manière ou d'une autre, ils sont tous complices de ce qui se passe. On l'avait dit que Nkurunziza réussisse son passage en force. Cela va encourager un certain nombre. C'est vrai, en cela, on comprend un peu leur position. Mais c'est dommage, on ne peut pas comprendre cette situation-là. On ne peut pas comprendre qu'ils se soient réunis pour décider de l'avenir du Burundi sans piper mot sur ce 3e mandat. On sait que c'est là que ça chope. On ne peut pas être aujourd'hui surpris que l'opposition en soit à réclamer le départ de Pierre Nkurunziza. C'est dommage que cette opposition en soit là où elle en est aujourd'hui, que ce soit maintenant, qu'elle soit en train de continuer, pas m'atteler, mais il faut prendre cela en considération. Et là aussi, ça pose un autre problème. On ne peut pas comprendre. C'est exactement ce qu'on a vécu au Burkina Faso. Le parti au pouvoir, comment se fait-il que ceux qui sont là sous la bannière des partis politiques et qui les partis qui les ont accompagnés ou la formation politique qui les a conduits là où ils en sont, tout se passe comme si après eux c'est le déluge. Non, aujourd'hui c'est un fait que Pierre Nkurunziza n'a pas accompagné le Burundi, là il doit accompagner ce peuple-là. Ils sont des milliers, ces réfugiés-là. Et en dehors de cette situation que le Burundi vit aujourd'hui, la situation des réfugiés, Nkurunziza n'a pas pu sortir le Burundi de l'ornière, de la misère. La pauvreté, elle est ambiante. Alors qu'est-ce que Pierre Nkurunziza a offert de bien meilleur à ses citoyens? Alors, si la situation elle est persistante, la demande elle est persistante, non. Demande un 3e mandat. Alors, la demande elle est persistante quant à son départ. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, de bien meilleur, c'est que Nkurunziza positionne au moins un dauphin ou quand même d'autres leaders charismatiques du ciel. Il estime qu'il est l'élu de Dieu. Vous savez, quand on est l'élu de Dieu, malheureusement, on est seul à avoir les caractéristiques. Oui, on en est malheureusement encore là. Et là, il faut craindre que si l'opposition arrive à durcir sa position, que vraiment le pire arrive. Il faut vraiment craindre. Moi, je suis surpris de la surprise de Joël, simplement parce que qu'est-ce que vous attendiez-vous des chefs d'État de l'Afrique de l'Est? C'est une grosse question, parce que ces chefs d'État ont demandé le report du scrutin. Ils ont obtenu le report du scrutin. Aujourd'hui, le piège, c'est quoi? Le piège, c'est que les gens ont demandé le report du scrutin, ils l'ont obtenu. Et la date qui a été fixée est celle constitutionnelle. Le président de la CENI l'a dit, si on dépasse ce délai-là, on tombe dans un vide institutionnel. Et si on tombe dans un vide institutionnel, ça arrange qui réellement? Ça n'arrange pas Nkurunziza. Donc, Nkurunziza a pris la décision qu'il peut prendre. Alors, l'opposition burundaise, je me demande si elle peut encore quelque chose, à l'étape actuelle des choses. On est dans une impasse totale. On est dans une impasse. Et si on laisse les milices continuer d'opérer comme elles le font actuellement, Nkurunziza va rester au pouvoir simplement et on constatera que c'est l'opposition qui continue de poser des conditions. Eh bien, cette opposition n'a pas envie d'aller aux élections, peut-être parce qu'elle sait qu'elle va perdre les élections. Alors, donc aujourd'hui, tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du président Nkurunziza et moi, je ne sais pas si ce n'est pas une grue qui viendrait l'enlever. Alors, parlant justement de cette opposition, donc là, Mabalo, l'opposition a également demandé le départ du médiateur des Nations Unies, Saïd Djini. Est-ce que vous ne pensez pas que cette opposition risque aujourd'hui de perdre ses derniers soutiens quand on sait que les Nations Unies constituent l'œil des bailleurs et des partenaires? Absolument. Alors, si l'opposition demande le départ du médiateur, c'est justement parce que cette opposition n'a pas confiance ou n'a plus confiance en ce médiateur-là. Oui, mais il leur reste aujourd'hui quoi? Ils n'ont plus rien aujourd'hui. C'est pour ça que je déplore la situation de l'opposition burundaise. Mais je ne sais même pas si cette opposition a un leader charismatique qu'elle propose à la succession de Nkurunziza. Il y a l'opposant Agathon Rwasa qui essaie de prendre le lead par rapport à Vous avez dit qui essaye. Vous avez dit qui essaye. Quelle est la réponse en face de Nkurunziza? Moi, je ne vois pas la réponse. Non, je pense qu'on ne va pas nous fatiguer à épiloguer sur la question du Burundi. Les jeux sont faits au Burundi. Je peux me tromper en tant qu'analyste politique, mais je pense que les jeux sont faits au Burundi.
on assistera simplement au maintien du pouvoir d'un Nkurunziza. Et s'il y a une résistance, eh bien, le président burundais, là où il est aujourd'hui, il peut mater toutes les résistances et continuer d'avancer. Maintenant, et dans ces conditions, est-ce que vous pensez que les Nations Unies vont réagir, vu qu'ils ont demandé, l'opposition a demandé le départ du médiateur? Donc, il n'y a plus d'éléments, il n'y a plus de baromètre. Est-ce que vous pensez que la communauté internationale va encore s'intéresser à la situation du Burundi? C'est pour ça que je dis, même nous-mêmes, là, on doit pouvoir commencer par se fatiguer d'en parler. Parce que la communauté internationale, comme je l'ai dit déjà une fois à Joël, ne peut pas quitter, eh bien, ses limites pour venir intervenir directement au Burundi. La communauté internationale fait ce qu'elle peut faire en refusant peut-être de continuer à financer les élections, en envoyant un émissaire au Burundi. La communauté internationale reste dans ses limites. Maintenant, si aujourd'hui, tel que nous voyons la déchéance au niveau du Burundi, eh bien, si on en arrive au pire, la communauté internationale, dans ces conditions-là, prendra aussi les responsabilités qui sont les siennes. Et dans les relations internationales, c'est clairement défini, lorsqu'on est en période de conflit, quel est le rôle que joue la communauté internationale. Joël Yetonji, l'opposition aujourd'hui qui demande le départ du médiateur des Nations Unies. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle risque de perdre ses derniers alliés? Non, il n'y a pas de risque, à mon avis. Vous voyez, quand vous êtes convaincu d'une cause, ce qui a déploré, on l'a déploré hier, on ne reviendra pas là-dessus. Quand vous êtes convaincu d'une cause, il faut vous battre pour cette cause. Il faut se battre pour cette cause jusqu'au bout. C'est de chasser tous ceux qui peuvent. Non, pas chasser. Vous aider. Le problème qui s'est posé, non, il ne s'agit pas de ça. Si les gens vont vous aider, pour ensuite vous mettre dans des situations des moins enviables pour vous-même, parce qu'il s'agit de vous. Il faut savoir, à des moments donnés de la vie, ce que vous voulez pour vous-même. Il ne s'agit pas des autres. La solution serait, et il faut comprendre que votre bonheur ne passe que par vous. Si à un moment donné, ce médiateur ne convainc plus vos attentes, si ce médiateur ne répond plus à vos objectifs, ce n'est pas la peine de faire profil bas. Autant vous en débarrasser. Je ne dis pas que j'encourage les gens, mais s'ils sont convaincus de ce que ce médiateur aujourd'hui finit par faire, vraiment, la cause de servir la cause de Nkurunziza et que ce n'est pas la peine pour leur cause qu'ils s'en débarrassent, qu'ils demandent à ce qu'ils soient simplement remplacés. Quitter la communauté internationale aujourd'hui. Non, pas encore seul. Puisque la communauté internationale est dans les négociations. Je dis, au-delà de tout, tous resteront coupables. L'histoire retiendra ce qui s'est passé au Burundi. Elle n'a pas de responsabilité de chacun. Moi, je dis, pour ces Africains... Ce sont les victimes qu'il faut plaindre, ce n'est pas l'histoire. Les victimes, c'est tout cela. Tous sont joueurs aussi, s'il vous plaît. On ne va pas continuer à pleurer de cette façon-là. Non, ce n'est pas là le problème. Les gens vont continuer. Voyez-vous, ils sont nombreux. Je vais prendre un peu l'antipose de ce à quoi nous parlons aujourd'hui. Nous parlons politique, mais je vais prendre l'histoire la plus horrible du monde par rapport à l'Afrique. La terre négrière. On a sacrifié combien de personnes? Je dis, ah non, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui est resté sans réponse? Aujourd'hui, l'Afrique, cette Afrique, elle est libre. Mais ceux qui sont morts, elle est libre, mais elle est libre au prix d'un certain nombre de sacrifices. Attention, c'est un processus, la marche se poursuit. Ce que je dis aujourd'hui, si ces Burundais, ceux-là, soi-disant de l'opposition et la société civile, sont convaincus de leur cause, personne ne fera leur bonheur à leur place. Alors qu'ils continuent de se battre, c'est important. Il n'y a pas de dernière minute, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. S'ils sont convaincus de leur cause, Nkurunziza, il va tuer combien de personnes? Il va tuer tout cela et vivre seul et régner seul. Ce n'est pas possible. Qu'il continue d'armer. Oui. On voit un peu ce que font ces miliciens aujourd'hui. À peine 2% de la population. Ça, c'est ce qu'il affirme. Vous avez compris ce qu'il est en train de faire. Ce qui se passe aujourd'hui au Burundi, c'est ce que nous observons au sommet du monde. Le conflit mondial, c'est un peu ça. Je ne vais pas revenir sur la première guerre mondiale ni la seconde. C'est un peu ça. C'est aussi la guerre des médias. Si Nkurunziza a tout fait pour qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chaîne qui parle dans ce pays, une chaîne qui est acquise à sa cause, on comprend pourquoi. C'est de bonne guerre ce qu'il est en train de faire. Mais je dis, si ces Burundais sont convaincus de leur cause, qu'ils se battent pour, l'histoire retiendra leur nom. Il y aura des sacrifices humains, malheureusement, mais... Combien vont tomber avant justement? Mais malheureusement, seule la fin justifie les moyens. Et la fin, c'est leur témérité. Ce n'est pas la peine parce que Nkurunziza aujourd'hui tous les pouvoirs concentrés dans sa main, qu'il peut faire de ce peuple ce qu'il veut, alors qu'on croise les doigts, on dit c'est pipi d'avance. Qu'on croise les doigts et qu'on s'est vu vaincu. Moi, je ne pense pas qu'il faut continuer par réfléchir dans ce sens. Il faut continuer à se battre. Je dis, s'ils sont convaincus de leur cause, qu'ils continuent pas à mener ce combat-là, ils trouveront toujours des gens derrière eux. Ce qui s'est passé à un moment donné, observez très bien, il s'est fait
que ces jeunes dans les rues l'ont fait à leur corps défendant, seuls, sans avoir à leur côté ses opposants aujourd'hui. Si ces opposants peuvent prendre les flambeaux, ils auront des gens derrière eux pour mener le combat. Je permets à donc l'âme de poursuivre son analyse. C'est difficile de vous prendre la parole, mais on va quand même y arriver. Non, je veux dire une chose. Ce n'est pas à vous de donner la parole. Je suis l'animateur du débat. Je veux dire qu'il faut être réaliste. Moi, j'aime bien qu'on soit dans les idées, j'aime bien qu'on dise qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais c'est des clichés. Ça, c'est une littérature. C'est une littérature. Chaque chose en son temps. Donc là, me dit, non, attendez, non, vous voyez, si vous êtes convaincu d'une cause, voyez très bien l'histoire du monde. Si vous êtes, ce ne sont pas des idées. Vous allez dire. Vous savez, il y a une chose fondamentale. Hein, quand vous dites que, je ne sais pas, il n'est jamais... Non, attendez, vous êtes de ceux qui diront, quand il disait hier, j'ai fait un rêve matériel, un rêve dream. Est-ce que son rêve s'est réalisé ou pas? Faut pas dire ça. Que soyez convaincus de votre cause, battez-vous pour. L'histoire retiendra que, quelque part, un jour, il y a eu ce jeune homme, balayeur de rue, qui a cru à ses convictions, et ça s'est réalisé. Ça n'a pas été de son temps, mais ça s'est réalisé. Mais ce n'est pas possible. À son rêve. C'est un ancien professeur de sport et il est devenu président de la République. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Non, attendez. Vous avez dit que vous avez laissé la parole. Si vous laissez la parole, laissez-nous parler. Non, je vous laisse la parole, mais je ne peux pas vous laisser dire que ça reste des idées, ce n'est pas possible. Merci Joël Yetonji. Les grandes réalisations de ce monde, c'est à partir des rêves. Nous sommes d'accord. Laissez donc l'âme nous faire également part de son rêve. Si vous m'avez bien écouté, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas rêver. Je n'ai jamais dit ça. Mais ce que je dis, quand vous dites qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, je veux vous répliquer simplement que chaque chose en son temps. Lorsque vous ne faites pas certaines choses, justement, c'est parce que les opposants, au moment T, n'ont pas réagi comme cela se devait, qu'on en est arrivé là. Non, attendez, s'il vous plaît. Ils ont raté le coche. Ils ont raté l'occasion d'en finir une fois pour de bon avec le président Nkurunziza. Lorsqu'on a fait le coup d'État raté, quelle a été la réaction de l'opposition? Moi, je n'ai pas vu l'opposition. C'est consommé quoi de la c'est consommé. Et ça, c'était le temps là, il fallait faire ça. Mais s'ils n'ont pas fait ça, le temps perdu ne se rattrape pas, cher ami. Attention, non, je suis désolé. Mais je dirais non. Donc on n'a pas à être désolé. Je vous rappelle quel match. Vous voulez que je vous rappelle? Non, on a vu. À la dernière minute, on peut renverser les situations les plus perdues. Ce n'est pas possible que cette opposition tienne bon. Et vous allez voir ce qui va se passer. Il y aura des jeunes qui vont descendre pour les soutenir dans leur cause. Nous allons évoluer dans ce débat. Nous allons l'apologie de la violence. Je ne fais pas l'apologie de la violence, mais je dis, quand vous avez en face de vous un fou, montrez-vous plus fou pour lui faire entendre raison. Non, c'est pas évident. Vous n'avez jamais vu un fou aller devant un véhicule? Vous n'avez jamais vu? Ce n'est pas évident, mais il faut y aller. Il faut y aller. Nous allons évoluer dans cette discussion. Alors, donc, Lamabalo, suite à la recommandation des pays de l'Afrique de l'Est, donc, du moins, Nkurunziza a accepté repousser les élections, mais c'est arrangé pour que le nouveau calendrier reste coincé dans le délai constitutionnel. Est-ce que vous pensez qu'avec cette manœuvre, le scrutin, s'il arrivait à en organiser, sera reconnu par les pays de l'Afrique de l'Est? Mais je crois que oui. Il n'y a aucune raison de ne pas reconnaître ça. C'est ce que je disais. Lorsque les chefs d'État de l'Afrique de l'Est se sont retrouvés, ils ont posé des conditions. Et, a priori, Nkurunziza est en train de respecter ce qui a été décidé. Exprès, ils ne se sont pas prononcés sur le 3e mandat. Ils ne se sont pas prononcés là-dessus. Alors, si Nkurunziza respecte les délais constitutionnels, qu'il organise des élections, qu'on arrive à faire campagne électorale, à aller au scrutin et à délibérer, il n'y a plus aucune raison pour les chefs d'État de l'Afrique de l'Est de refuser l'issue du scrutin. Je pense qu'il est dans une stratégie. Et dans cette stratégie-là, il aura raison simplement sur l'opposition. Parce que Nkurunziza également peut avancer l'argument selon lequel l'opposition veut la mener dans un vide institutionnel. Et ça, c'est une réalité. Parce que s'il ne respecte pas le calendrier, on tombe dans le vide institutionnel. Ça arrange qui? Ça arrange l'opposition. Voyez-vous? Donc moi je pense que si réellement, et ça c'est pour répondre à votre question, si on arrive à tenir le scrutin dans ce délai-là, mais les autres chefs d'État de la sous-région seront obligés d'entériner le vote. Et le président Nkurunziza, malheureusement, n'en déplaise à Joël Yetonji, le président Nkurunziza restera au pouvoir et l'opposition n'aura que ses yeux pour pleurer. Oui, malheureusement, ils seront complices de l'histoire. Je dis, l'histoire, elle était tue, on va la compter. Vous êtes de son avis alors? Ça risque d'arriver, c'est vrai. On les a déjà vus à l'œuvre. Moi, je ne serais pas surpris que cette communauté dite internationale ait applaudi par la suite. Non, s'il vous plaît, on a applaudi. Je vous dis, faites en sorte. Faites en sorte. Je dis, faites en sorte
que l'on puisse vous respecter. Ça, c'est important. Je parle de cette communauté internationale. Oui, on ne peut pas nous refuser de dire ce qui est. Oui, demain, il se trouvera de ces jeunes qui diront, voilà, pour coopérer avec vous, vous faites notre jeu. Ça mettra du temps, mais vous direz que c'est vrai, ceux-là, ils ont raison. Parce que nous ne pouvons pas continuer par accepter ça. Ce qui se passe là, vraiment, c'est un marché de dieux qui ne dit pas son nom. Le peuple veut une chose. Voyez-vous, ils sont combien aujourd'hui? C'est la faute à qui? À ces Burundais. Et s'il y a deux Burundais qui lèvent de la voix, s'il y a deux Burundais qui donnent de la voix pour dire ce qui se passe là, nous ne l'acceptons pas. Ils sont si Burundais, leur voix doit pouvoir compter. Et en science-là, que c'est répréhensible ce qui se passe. Aujourd'hui, ils sont combien ces Burundais en exil? Ils sont combien ces Burundais parce qu'ils ont dit nous ne sommes pas pour ce que Nkurunziza est en train de faire, y compris en prison. Et on veut aller au vote sans cela. Ils sont combien ces Burundais parce qu'ils sont de l'opposition, ils ne peuvent pas tenir une réunion. Et dans ces conditions, on veut aller à une élection que la communauté internationale aura après à applaudir pour dire oui, ils sont restés dans le délai. Et quel CENI a proclamé les résultats. Donc vous préférez, non, autant d'éléments qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui. L'histoire ne se refait pas. L'histoire ne se refait pas. Nous allons tous retenir qu'à un moment donné, ça a été fait de cette façon-là. Et ceux-là ont tous été complices. Et s'ils ont des leçons à donner demain, ils doivent savoir mettre de gants. Parce qu'il se trouvera des jeunes sur le passage pour leur dire tiens, vous n'avez pas de leçons à nous donner. Alors justement, je voudrais rebondir. Mais c'est vrai. Je voudrais rebondir justement sur l'opinion internationale. Est-ce que vous pensez que le comportement de Nkurunziza, c'est ce comportement justement qui a amené le président rwandais Paul Kagame à revenir sur sa décision de ne pas modifier la constitution de son pays? En tout cas, ça c'est un autre débat. Paul Kagame qui après fait semblant de ne pas... Moi je n'y crois pas encore. Il veut initier un référendum populaire pour amener justement la population à valider c'est des mots. Allez demander aux Rwandais individuellement leur opinion par rapport à un nouveau candidat de Paul Kagame. Mais c'est ce qu'il veut faire. Ils vont dire... Il veut faire un référendum. Quand le chef dit qu'il veut faire un référendum, vous savez ce que c'est? Ça veut dire quoi? Dites-nous. Vous semblez très proche des chefs africains. Non, je ne vous apprends rien. Quand le chef dit je veux faire un référendum, est-ce que c'est la voix du peuple? C'est la voix de quel peuple? Mais c'est le peuple rwandais. Attendez, observez très bien l'homme qui est parti. Au moins c'est déjà clair. Il y a d'autres cas que je ne veux pas évoquer, on dira qu'on prête des intentions aux gens. Mais un cas déjà sur tapis, qu'est-ce qu'il veut faire? Il a dit que c'est le peuple. C'est le même aujourd'hui parce que c'est échoué, ils ont dit vraiment nos excuses, on n'a pas su lire le message du peuple. Mais c'est comme ça se passe. Si ça arrive à passer, on dit oui, c'est le peuple. Et le peuple, c'est eux-mêmes. Parce qu'ils ont toutes les institutions à leur merci, justement. Et c'est avec ça qu'ils travaillent, ils disent le peuple. Et alors, ils savent très bien que la volonté du peuple, c'est autre. Vous avez vu, à côté, le peuple a donné les directives. Juste à côté, pas très loin. C'est un pays francophone. A donné les directives. On n'est pas venu avoir 41 voix contre 42. C'est le peuple, ça. Ça a été de justesse. Et c'est comme ça fonctionne en Afrique. Mais heureusement, on a des signaux qui indiquent que ça finira par changer. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, l'Afrique est devenue la convoitise. Mais il faut que ces Africains se prennent en charge. Il faut que ces Africains travaillent. Il faut que ces leaders, et je dis une fois encore, heureusement, il y a cette société civile qui travaille. Heureusement, nous avons aujourd'hui un nouveau cliché, un nouvel modèle. Je veux parler de ballet citoyen et autres. Moi, j'ai de l'admiration pour cela. C'est une nouvelle génération qui pourra prendre le flambeau en lieu et place de ceux-là qui ont déçu les attentes. L'Afrique de demain ne sera plus l'Afrique d'hier. Joël Tonji, je vous assure que vous ferez un bon propagandiste. Donc là, ma balle. Non, pas propagandiste. J'ai en face de moi un journaliste réactionnaire. Un journaliste réactionnaire. Révolutionnaire. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que il y a la réalité et il y a l'idéal. Moi, je ne veux pas rester dans l'idéal. Je ne veux pas rester dans les rêves, même si je pense que le rêve existe et est autorisé. Mais ce n'est pas tous les rêves qui sont autorisés. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Il faut rêver les pieds sur terre. Ah non, oui, c'est ce que nous parlons. C'est ce que je dis. Moi, nous avons tellement d'éléments pour étayer ce que nous disons. Je vous ai raconté, par exemple, ils sont nombreux hier. Quand ils voyaient ce Martin Luther King dans les rues, qui disait attendez, suivons la réaction. C'est plus proche de nous. Suivons la réaction de Martin Luther King a rêvé, certes. Vous avez vu après combien d'années? Mais ça s'est fait ou pas? Il faut ce que nous disons là, ce n'est pas de votre vivant. Ça dit que votre rêve là, la réalisation de votre rêve là, ce n'est pas de votre existence. Ça se fera ou pas. C'est pour ça que moi je parle. Que quelque part, il y en a qui vous avez dit qu'on ne refait pas l'histoire, mais vous savez, on réécrit l'histoire. L'histoire se poursuit, on ne l'efface pas. C'est dans une continuité. Non, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Moi, je tire juste une conclusion. La conclusion selon laquelle l'Afrique, en optant pour la démocratie, n'a pas fait le choix de son développement. C'est clair pour moi.
L'Afrique doit inventer son système de gouvernement, ou son système de gouvernance, ou son système politique, tout ce que vous voulez. La démocratie, telle que voulue par l'Occident, avec les principes démocratiques, demain n'est pas la veille du respect de ces principes-là en Afrique. Il faudrait que vous soyez d'accord avec moi par rapport à ça. Et le développement est à ce prix. Vous parlez des chefs d'État qui veulent se maintenir au pouvoir. Vous parlez des chefs d'État qui concentrent dans leurs mains tous les pouvoirs. Est-ce que c'est de la démocratie, ça? Non, c'est pas de la démocratie. Nous y avons opté. Ce n'est pas... Nous non, devons rester respectueux attention. des principes de la Lorsque démocratie. vous faites une option qui ne en vous essayant avance de pas, l'adapter à nos réalités, non, c'est il n'y a tout. pas d'adaptation Si possible. vous y allez, Non. vous devez respecter les la principes. démocratie reste la démocratie. Ce n'est pas une question d'adaptation. Il faudrait que vous soyez Non, d'accord avec moi. on ne doit pas faire du sur ça. copier-coller. La Non. démocratie reste un fait. Mais qu'est-ce qu'on constate en Afrique? Donc là, vous devez être d'accord avec moi. Que mais on copie, copie pour copie Non. les réalités occidentaux pour la commodité. qu'on essaie de respecter, S'il mais vous ça ne plaît. peut pas marcher. Pour la commodité de nos échanges, je souhaite que vous m'écoutiez. Je vous écoute très bien. Non, je mais n'ai quand pas vous dites l'impression. des choses pour Non, lesquelles je je ne n'ai suis pas pas- d'accord, non, mais acceptez que je ne puisse pas fermer notez, les yeux là-dessus. notez. Mais je note, c'est Non. pourquoi je rebondis là-dessus. Merci, Madame très Mabalo. difficile. chers invités. Merci, chers invités, madame, monsieur. C'est tout pour le premier sujet débattu. Dans cette émission, à présent, je vous propose d'observer une courte pause pour le tour de l'actualité en Afrique et dans le monde entier. C'est à travers ce flash d'informations. À Madagascar, la chaîne de télévision Viva, propriété de l'ex-président Andrei Rajoelina, a été en partie coupée ce mardi par les autorités, quelques heures après l'interpellation d'une députée et la saisie de fonds appartenant à sa formation politique. Ces incidents surviennent en pleine confrontation entre l'actuel président et le Parlement qui a voté sa destitution. De hauts responsables militaires du Nigeria, du Niger, du Tchad, du Cameroun et du Bénin se sont réunis ce mardi à Abuja pour renforcer leur plan de lutte contre Boko Haram qui doit être finalisé par les chefs d'État le jeudi prochain. Le président Muhammadu Buhari a ordonné le transfert du centre de commandement à Maïdougouri au cœur de l'insurrection islamiste. Enfin, en Côte d'Ivoire, le procès des officiers fidèles à l'ex-président Laurent Gbagbo durant la crise post-électorale s'est ouvert ce mardi à Abidjan avec la comparution du commandant Jean-Noël Abbaye. Poursuivi pour complot et désertion à l'étranger, le commandant Abbaye, qui dirigeait le plus grand camp de gendarmerie du pays, avait été arrêté en 2013 au Ghana. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Infomag. Un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique. En 3 quarts d'heure, nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Le problème est à ce niveau, la crédibilité. Blaise disait, moi je suis pressé de passer le pouvoir après mon deuxième mandat. Après, à la veille du passage témoin, il a fait ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui prouve, par exemple, que le président Zida ou le premier ministre Zida n'avait pas soutenu le président Blaise Compaoré? Personne n'a contesté que ces faits ont existé. On a tout simplement trouvé que le notaire a craché dans la soupe. Sinon, le mois de mars s'annonce un peu difficile sur le plan de la mobilisation des recettes. Sika Infomag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. Cette émission se poursuit. En Égypte, le régime du maréchal Al-Sisi semble avoir la bénédiction de la communauté internationale pour violer les droits humains dans son pays. C'est ce que dénonce le rapport publié par les organisations de défense des droits humains. Ce sera le deuxième sujet à débattre juste après ce générique. Nos deux invités, donc Lama Balo et Joël Yetonji. Donc Lama Balo, je reste avec vous. Al-Sisi apparemment autorisé à réprimer dans le sang toute velléité de protestation sous le regard silencieux de la communauté internationale et même de l'Union africaine. Ceci malgré les dénonciations des organismes des droits de l'homme. Votre réaction? Merci beaucoup de me donner la parole avant Joël. J'aurai peut-être le temps de mieux m'exprimer avant qu'il reprenne la parole. C'est important. Alors, quand vous dites que c'est sous la bénédiction de la communauté internationale que le président égyptien réprime dans le sang ses citoyens, je veux mettre un peu de gants pour le dire, parce que la communauté internationale ne peut pas bénir de tels actes. Oui, mais aujourd'hui, peut-être qu'elle ne réagit pas à temps. Il y a beaucoup d'articles de presse qui le disent. En 1 heure de temps, 700 personnes ont été massacrées sous ce régime-là, mais il est reçu avec des tapis rouges en France, en Europe, un peu partout. Oui, ça c'est des questions diplomatiques. Il y a des présidents africains qui ont fait moins que cela, ils sont traduits devant la haute cour de justice. Vous savez très bien les conditions dans lesquelles l'Égypte fonctionne. Est-ce qu'aujourd'hui en Égypte, il y a un parlement élu? Non.
Est-ce qu'on a besoin de parlement élu avant que la communauté internationale ne rebondisse? La Cour pénale internationale est où? Non, la Cour pénale internationale, c'est-à-dire que le mécanisme de fonctionnement de la communauté internationale, ce n'est pas de l'émotion. C'est pas de l'émotion. On peut dénoncer. C'est pas le nombre de morts, vous voulez dire? Non, je n'ai jamais dit ça. Ne me prêtez pas des intentions. Okay, alors, je dis la communauté internationale n'a peut-être pas encore réagi. D'accord? Mais ça ne suffit pas pour dire que les exactions se font sous la bénédiction de la communauté internationale. Semble, j'ai bien dit semble, parce que personne ne réagit. White Watch, je peux dire que c'est aussi la communauté internationale. Bien sûr, parce que ce n'est pas une ONG appartenant. C'est un organisme qui a donné sa position, mais malgré cela, je parle des autorités politiques internationales. Vous savez, il y a une chose qui est fondamentale. Pour moi, je peux me tromper, Joël donnera son point de vue. Je suis obligé de m'accrocher un peu à ce qu'il va dire parce que. Mais ce qui est important à retenir, c'est quoi? C'est que le président Al-Sisi lui-même a reconnu les exactions. Et par 2 fois déjà, il a rappelé à l'ordre les forces de sécurité publique, la police égyptienne. Mais pourquoi il ne les traduit pas devant la justice? Pourquoi il ne les a fait pas arrêter? En leur disant que lorsqu'ils ont en face d'eux les populations, qu'ils sachent qu'ils ont en face d'eux des êtres humains. D'accord? Et ce sont des exactions qui sont dénoncées par le pouvoir. Mais je suis certain que personne autour de ce plateau ne peut applaudir des exactions. Et moi, je souhaite simplement que le président égyptien aille au-delà des mises en garde pour traduire devant les tribunaux ceux qui se seront rendus coupables d'exactions et peut-être pour les punir. Ça, c'est un souhait que nous émettons. Mais ce que je refuse systématiquement, c'est qu'on dise que c'est la communauté internationale qui est en train de protéger le président Al-Sisi. Comment se fait qu'il n'y a eu aucune condamnation, ni des Nations Unies, ni de l'Union africaine, qui est à Addis Abeba, juste à côté de l'Égypte? Ça va venir, c'est ce que moi je me dis. Après combien de morts? Ça va venir. Après combien de milliers de morts? Nous sommes en train de dénoncer au Burundi la même situation. Joël est le chantre même d'ailleurs de cette position-là. Je me dis que la communauté internationale, lorsqu'elle se rendra compte qu'il est temps maintenant de réagir, elle réagira. Mais ça ne justifie pas tout ce qu'il y a comme exaction, décès, primat, donc on pense qu'il s'agit plutôt d'une bénédiction à cause du rôle que joue Al-Sisi dans la lutte contre les islamistes. C'est justement là où je voulais vous amener et vous y êtes arrivé, donc bienvenue à vous. Votre problème, c'est beaucoup plus de dire que c'est parce que l'Égypte aura un rôle fondamental à jouer dans la lutte contre le terrorisme que la communauté internationale ne dit rien du tout par rapport à la situation qui prévaut en Égypte. Est-ce normal que pour cela, on accepte que les Égyptiens soient martyrisés? Je n'ai aucune information officielle me permettant de dire que c'est à cause de ça. Vous savez que l'Égypte joue un rôle stratégique. Nous le savons. Il y a le canal de Suez pour les échanges sur le plan commercial. Oui, nous le savons. Il y a le rôle par rapport à l'Israël et autres. L'Égypte est un grand carrefour économique, stratégique et politique. Nous savons que l'Égypte a un rôle prépondérant à jouer dans la lutte contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, à l'étape actuelle, rien ne me permet, moi, de ma position, de tirer la conclusion que c'est justement à cause de cette position stratégique de l'Égypte que la communauté internationale ne réagit pas. Rien ne me permet de le dire. Alors si rien ne me permet de le dire, je ne peux pas avancer sur ce terrain. Nous allons prendre l'avis de Joël Yetanji. Non, je veux ici rendre hommage à Tiken Jah Fakoly, ceux-là qui font honneur à l'Afrique. Oui, ils ont partagé le monde et plus rien aussi ne m'étonne. Je partage sa conviction. Oui, c'est un marché de dupes sur l'Afrique. Ça ne veut rien dit ce qui se passe là. Cette communauté que nous respectons, non pas que nous ne respectons pas cette communauté internationale, nous sommes aujourd'hui dans un grand marché, un grand village planétaire. On ne peut plus travailler en rang dispersé ni en vase clos, ce n'est pas possible. Il faut qu'on se donne la main pour travailler ensemble. Mais quand ça se passe comme ça, on ne peut pas comprendre. Voyez-vous comment ça se passe ailleurs. Je veux parler de l'Occident. Ce sont eux qui attisent et donnent les moyens à ces djihadistes et autres. Parfois on est partagé, oui, on est partagé quand on voit comment on égorge les gens. Mais on comprend, ce sont eux qui nourrissent cela, qui excusent ce qu'on est en train de dire. Mais c'est une vérité. Comment comprenez-vous tout ce silence-là? Une seule personne, un seul blanc qui tombe, vous voyez tout le tollé que ça crée, même de ces Africains qui vont pleurer parce qu'on a tué des blancs. Mais ici, on massacre des centaines. La communauté internationale ne voit pas, l'Union africaine ne voit pas. Mais c'est une façon, en dehors des armes qu'ils fournissent, consciemment ou non, encore qu'on n'effectue pas des actes inconsciemment, ils sont toujours dans des calculs chez eux, tout est réfléchi, sur des années, des millénaires, tout est programmé de cette façon-là. Donc ils contribuent à ce que ces djihadistes font. Mais en dehors de ça, lorsque vous permettez que le chef d'État, au vu au-dessus de tout le monde, laisse ses citoyens massacrés par des officiers armés,
face à des populations qui veulent manifester pacifiquement, dire que nous ne sommes pas pour ce qui se passe, et qu'ils perdent des personnes, des populations, des parents, amis et autres, que sais-je encore, de cette façon, vous ne pipez pas mot. C'est une autre façon d'aimer aussi ces djihadistes. Mais ils vont dire, avec ces milliers de jeunes qui sont obligés de recruter et qui vont chaque fois être candidats, se déclarent candidats volontaires aux djihadistes, mais ils le disent, vous pensez que ceux-là vous aiment? Vous pensez que ce sont des discours qui tiennent? Vous le savez très bien. Vous pensez que ceux-là sont là pour vous? Mais on ne peut pas tuer vos frères comme ça. Si vous ne réagissez pas, ça va continuer comme ça. Donc une autre façon eux-mêmes de contribuer à la propagande. Alors je veux dire en résumé, ce qui se fait là, c'est un crime. Mais malheureusement, il n'y a pas plus armé que pour les condamner simplement. Oui, ils sont complices de ce qui se passe, sans pour autant contribuer ouvertement à ce qui se passe. Mais ils encouragent Al-Sisi dans ce qui se fait là. On ne peut pas comprendre que l'on veut mettre de l'ordre et qu'on soit en train d'encourager le désordre. Il n'y a pas que des massacres. Vous savez très bien, il y a des femmes qui sont violées. Aujourd'hui, il ne fait plus bon de parler un langage autre que le langage que parlent les militaires au pouvoir aujourd'hui. Et simplement, vous l'avez aussi souligné, l'Égypte se trouve à un carrefour. Hier, on s'est trompé en abattant Kadhafi comme ça s'est fait là. Et on s'est rendu compte que si l'Égypte fléchit, là où l'Égypte se trouve aujourd'hui, c'est vraiment la descente aux enfers. Non pas seulement pour l'Afrique, mais pour l'Europe aussi. À cause de la Libye, on se fait un peu fermer les yeux. Non, c'est pas pour la Libye. À cause d'eux, à cause de la déstabilisation de leur pays. Vous voyez combien de migrants on compte au jour le jour, qu'on ne peut plus contenir. On a trouvé des voies et moyens pour contenir tout ça. On n'y arrive pas. Alors on s'est rendu compte que Al-Sisi, qui est aujourd'hui un assoiffé de pouvoir, parce que c'est de cela qu'il est question, aujourd'hui l'homme a glouté au pouvoir, il ne veut plus lâcher, il veut continuer. On veut bien l'arrêter. Vous avez vu, ces frères musulmans, ils sont allés aux États-Unis pour tenir des conférences de presse. On les a laissés faire. Même si, ouvertement, on ne s'est pas prononcé là-dessus. On est partagé, on ne sait pas comment réagir. Parce que si aujourd'hui Sisi tombe, c'est aujourd'hui un autre drame en Europe. Et rien que pour ces calculs, il faut le soutenir malgré ses exactions. Il faut le soutenir. Il faut laisser ces Africains, ces salauds d'Africains suivre le terme. C'est ce qui se dit. S'entre-déchirer. C'est ça. Vous êtes un peu fort, mais c'est eux qui s'entre... Vous êtes d'accord avec moi que quand un blanc tombe, un Américain tombe, vous voyez le suceau d'orgueil tout autour. Mais on dit des dizaines d'Africains, mais ça ne dit rien à personne. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, la communauté internationale n'a pas encore jugé utile de réagir. Parce que ce sont des moutons qui sont en train de s'entre-déchirer. Non, ce n'est pas des moutons. Ils ne le disent pas. C'est de cette façon qu'ils traitent les Africains. Sinon, vous donnez quelle explication à ça? Vous n'êtes pas dans leur tête. Des centaines de milliers. On a besoin d'être dans leur tête. Il y a des arguments géopolitiques. Il y a des arguments géopolitiques. C'est le thème géopolitique. Géopolitique, c'est quoi? C'est la stabilité chez eux. C'est la paix chez eux. Et pour ça, on est prêt à ce que le boubier soit ailleurs. Mais donc là, vous n'allez quand même pas accepter. Permettez justement qu'ils disent, justement qu'il donne son argument. Qu'il donne son argument. Il ne faut pas être extrémiste. Mais nous ne sommes pas extrémistes. Nous disons qu'il faut contribuer à ce qui se passe. Joël Etondi, vous permettez. J'ai toujours voulu un discours de réalisme. Ne soyez pas extrémiste. Pourquoi je le dis? Vous avez parlé de l'Union africaine. Est-ce que l'Union africaine a réagi? C'était l'Union africaine. Est-ce que c'est la l'Union africaine? Est-ce que l'Union africaine s'appartient? Elle fait quelque chose sans cette communauté internationale? Est-ce que c'est la communauté internationale? Est-ce que l'Union africaine fait quelque chose sans la communauté internationale? Attendez. Je refuse. Et ça, je l'ai toujours dit. Non, vous n'êtes pas d'accord qu'ils ont partagé le monde. Que nous puissions imputer nos malheurs à des gens qui sont extérieurs à nous. Mais nous sommes complices de ce Quelle qui est nous arrive, notre part? je l'ai dit au départ. Mais vous ne l'avez pas dit. Vous avez diabolisé la communauté internationale. Ah non. J'ai dit ce qu'est la communauté internationale que nous, Africains, nous protégeons malheureusement. Il faut dire à ces communautés internationales veut nous aider, qu'elles nous aident. Mais donc là, pourquoi avez-vous besoin d'aide? Moi, je veux parler aux Africains. Mais nous sommes dans un village planétaire, ce sont eux qui viennent appauvrir nos sols. Donc là, vous dites des choses qui m'amènent à réagir. C'est trop facile de tenir des discours. Ce sont eux qui viennent appauvrir nos sols. Et nous, et vous? Vous dormez pendant ce temps. Ils nous encouragent dans ça. Parce que les gens n'ont pas compris. Vous avez votre intelligence. Vous avez votre Ils ont compris. Pourquoi vous vous laissez encourager dans ça? Il y a de ces dirigeants, malheureusement. Laissez les autres. Parce que les autres dont vous parlez défendent leur pays. Ils défendent leur continent. Et ils aident les autres à déstabiliser leur pays, c'est ça. Écoutez, prenez l'exemple d'un riche, d'accord? Aucun riche n'accepte qu'un pauvre atteigne son niveau, d'accord? Pour s'enrichir, il fait l'essentiel pour maintenir le pauvre dans son état de pauvreté. Mais il faut dénoncer ça. Et naturellement, aucun pauvre aussi n'accepte qu'un riche vienne à son niveau, c'est ce que vous dites. Mais c'est ça le problème.
Écoutez, la communauté, vous attendez quoi de la communauté internationale? Moi, c'est ça mon problème. Qu'est-ce que les Africains font pour leur continent? Qu'est-ce que les Africains font pour leur continent? Mais répondez à la question. Mais le débat était clair. Oui, je réponds à la question. Merci de me donner la parole. C'est trop facile. Attendez que je réponde à ma question. C'est pas moi qui donne la parole. Non. Vous avez posé une question, que je réponde à votre question. C'est trop facile de dire que ce sont les autres qui nous maintiennent Restons dans le contexte. La question était de savoir, est-ce que la communauté internationale a donné sa bénédiction à ce qui se passe? C'est la question, j'essaie de répondre simplement. C'est pas important. La question n'est pas importante. On me l'a posé, mais je suis obligé d'y répondre. Les Égyptiens sont en train de faire dans leur propre pays pour éviter cet état des choses. Qu'est-ce que les Égyptiens font? Les Égyptiens, chaque matin, qu'est-ce qu'ils font? Vous allez répondre non. Voyons ce qu'ils font. Ce sont eux qui descendent au quotidien dans la rue pour dire « Merde, ce qui se passe là, ce n'est pas bon. » Mais ce sont eux qui, chaque matin, disent « Al-Sisi au pouvoir n'est pas digne de nous. » Mais au moment qu'ils sont en train de le faire, il se trouve des gens à côté qui dressent le tapis rouge à Al-Sisi pour dire « Tiens mon gars, nous avons besoin de toi. Vraiment, tu es le merci aujourd'hui pour notre équilibre régional. » Et dans ça, ils encouragent Al-Sisi dans ce qui se fait, malheureusement. Mais c'est ça qu'il faut dénoncer, donc là. Et Human Rights Watch a bien fait de dire qu'il se trame un drame aujourd'hui en Égypte, qu'il faut l'arrêter. Donc là, c'est ça la question. Madame, monsieur, nous sommes à la fin de cette émission. Je ne suis pas pour le drame plutôt. Et je ne suis pas d'accord qu'on puisse tuer les gens. Ça, il faut qu'on enlève de la tête. Mais il a posé une question pour savoir le rôle de la communauté internationale. Vous me refusez d'y répondre. C'est très difficile de faire un débat avec vous. Non, merci, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour votre débat du jour sur Sika Infomag. Merci une fois encore de nous avoir suivis. Nous poursuivons cette émission avec les nouvelles économiques du jour. En Afrique et dans le monde entier, le journal de l'économie vous est présenté ici par Inès Awansou.